Tout cela n'est pas le fruit du hasard, en fait. Il y a un calcul que euh, j'ai eu à faire pour me lancer on va dire, dans l'industrie pharmaceutique. Que vu les maladies émergentes en Afrique, je vais quand même faire un master qui est dans le domaine infectieux. D'accord? Donc, c'était C'est ça, directement visé exactement. l'Afrique. Exactement. C'est-à-dire que dès le début, moi, j'ai toujours pensé que moi, je viens en Occident, j'apprends et je vais restituer ce que moi, j'ai appris aussi dans mon pays. Ouais. Donc, je me suis démerdé. Je n'avais que 400 € dans ma vie. Je suis venu en France avec 400 €. Tu es en train de me dire que depuis le début, tu avais un plan. La finalité, alors je suis très curieuse, c'est pas l'ONG. Alors, le plan, c'est quoi? Si tu es d'accord de nous le révéler aujourd'hui. Oui, mais écoute, l'histoire de l'ONG est apparue, c'est une question stratégique en fait. Ok. Faut surtout pas avoir peur d'échouer. Donc tu vas échouer, tu te lèves, c'est surtout ne te décourage pas. Quand ça arrive, parfois tu as le moral dans les chaussettes, c'est normal, c'est humain, mais dis-toi maintenant, après il faut repartir. L'épanouissement professionnel réside dans l'art de découvrir ce qui allume la flamme de notre passion, puis de l'entretenir par une croissance continue. Je suis Virginie Dautry, passionnée de développement personnel et professionnel, consultante et entrepreneur dans l'industrie biopharmaceutique, fondatrice de Lifecycle Hub, la première plateforme de formation et de support en ligne destinée à l'industrie des sciences de la vie. Avec Parcours d'experts, je vous propose de rencontrer des acteurs inspirants des secteurs pharma, biotech ou des dispositifs médicaux qui vont partager avec nous le cœur de leur métier et ce qui les fait vibrer. C'est parti. Aujourd'hui, on reçoit Abdoulaye Bari. Alors, Abdoulaye, tu es né en 1980 en Guinée. Tu es détenteur d'un doctorat que tu as effectué à Marseille et que tu as obtenu en 2012 sur les maladies infectieuses. Alors, après ça, tu es venu en Belgique en tant que chargé de recherche à l'ULB. Et puis, tu as suivi une formation chez Aptaskill, donc coordinateur validation qualification biopharma. Et suite à cette formation, tu as démarré la consultance. Alors ça, c'est pour l'aspect pharma, mais par contre, il y a aussi en parallèle le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'en 2019, tu as créé la SBL Technotrans Guinée, dont tu es le président, et qui s'occupe du transfert de connaissances et de technologies en Afrique. Tu effectues notamment des missions d'enseignement pour les universités guinéennes et du mentorat pour les enseignants et les chercheurs guinéens. Voilà, un beau parcours. Alors, je vais commencer par raconter ce que moi j'admire et ce qui m'inspire chez toi, Abdoulaye. Et donc, premièrement, quand on s'est rencontrés sur ma formation, je me rappelle, c'était les débuts de Technotrans Guinée. Tu avais déjà quand même bien avancé, mais t'étais pas encore là où tu es aujourd'hui. Et tu faisais preuve d'une ténacité assez remarquable. Quand on arrive et qu'on débarque d'Occident comme ça, les personnes en local ne sont pas forcément directement accueillantes. Elles se demandent un peu ce qu'on vient faire. Ça peut quand même générer quelques frictions pour avant de commencer à comprendre ce que la personne veut réaliser comme projet. Et donc, tu t'es lancé dans ces aventures. Quand tu as eu des frictions, tu as gardé le cap et tu as continué malgré des petits moments de découragement. Tu t'es vraiment absolument investi dedans. Tu as lancé aussi une deuxième chose qui m'a vraiment impressionnée, c'est que tu avais lancé cette aventure sur fonds propres. Donc, je me rappelle, quand on s'est rencontrés, tu étais en train de faire partir un container d'équipement depuis la Belgique sur la Guinée et tout ça en fonds propres. Ça te semblait la chose la plus évidente. Et donc, voilà, la dernière chose, évidemment, que je voulais mettre en avant et qui est assez fascinante, c'est qu'aujourd'hui, tu as plusieurs big pharma qui te suivent, qui fournissent du matériel pour les laboratoires universitaires et que tu lances notamment des partenariats avec l'Université de la Baie en Guinée, mais aussi doucement de plus en plus de partenariats avec le gouvernement. Voilà, bienvenue Abdou. Merci bien. C'est assez impressionnant. Donc, comme je disais, on va aujourd'hui plus se focaliser du coup sur cet aspect
Voilà, je suis originaire de Guinée. Je fais toutes mes études en France, je travaille en Belgique et puis on va un peu se focaliser sur cette contribution, on va dire, sur l'Afrique. Et comment est-ce que tu arrives à mettre ça en place pour voir s'il y a d'autres personnes qui voudraient faire la même chose que toi, leur dire comment tu as procédé. Tout d'abord, un tout grand merci pour ton invitation. Et c'est avec grand plaisir que je suis là pour répondre à tes questions et surtout expliquer un peu quelques aventures que j'ai eues avec ce projet, comme tu peux l'imaginer, qui n'est pas du tout évident. Mhm. Mais une fois que tu te lances dedans, tu sens que c'est vraiment quelque chose d'assez excitant en fait. Donc aujourd'hui, en fait, moi, à la base, comme tu viens de le dire, j'ai un background scientifique. Donc, j'ai un doctorat en maladies infectieuses, on va dire biologie cellulaire appliquée aux maladies infectieuses, que j'ai obtenu à Marseille avant de venir ici en Belgique, travailler dans des laboratoires à l'ULB en tant que chargé de recherche. Et avant maintenant de basculer vers on va dire, le domaine de l'industrie pharmaceutique. Mhm. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, en fait. Il y a un calcul que j'ai eu à faire pour me lancer on va dire, dans l'industrie pharmaceutique. Donc, on va dire en fait que quand j'ai fait, on va dire, 4 ans en tant que chargé de recherche à l'ULB, je trouvais que la recherche, elle est intéressante, elle est passionnante. D'accord? C'est-à-dire que tu peux découvrir, tu peux publier, tu peux former des étudiants, tu peux former aussi d'autres chercheurs à côté. Mais ce qui me manquait, c'était vraiment de voir la finalité de mon travail. C'est-à-dire que dans la recherche, il y a certains qui font du diagnostic. Donc là, tu fais directement, c'est-à-dire que tu es en contact directement avec les patients, alors que moi, je fais vraiment de la recherche fondamentale. Ça veut dire que j'identifie des principes actifs, j'identifie des molécules pour, par la suite, essayer de voir comment valoriser ça en médicaments, en vaccins, etc., etc. Mais ce qui me manquait, en fait, parce que là, je connaissais tout ce qui est GLP, les bonnes pratiques de laboratoire. Ouais. Mais pour de là vers la fabrication d'un médicament, comme tu le sais, d'ailleurs, c'est vraiment ton domaine d'expertise, il faut ce GMP, les bonnes pratiques de fabrication. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et pour vraiment basculer vers le secteur de l'industrie pharmaceutique, ça a été pas facile pour moi, en fait, de prendre cette décision parce que la recherche, j'adore la recherche, en fait. J'adore l'enseignement. Mais pour la bonne cause, je me suis dit, j'ai pensé au cycle de vie d'un médicament, tu vois. C'est-à-dire que tu pars de la recherche, tu as vu, tu as une molécule d'intérêt qui est là, et cette molécule-là, si tu ne la valorises pas pour qu'elle puisse aider les patients, pour toi, il y a quelque chose qui manque derrière. Donc, Ouais. c'est ça qui m'a motivé vraiment de me lancer dans ce secteur de l'industrie pharmaceutique, où j'ai été faire une formation à Aptaskill, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour devenir coordinateur en qualification, validation en biopharma. Donc, ma carrière dans l'industrie pharmaceutique en 2017 a démarré à partir du moment où j'ai fait cette formation-là qui m'a ouvert des portes, où aujourd'hui je fais des missions dans, on va dire, dans le secteur des big pharma en Belgique. Est-ce que déjà à ce moment-là, quand tu dis, tu sais, c'était un peu stratégique ce que tu as fait, c'est déjà un choix que tu as fait en pensant à ce que tu voulais créer en Afrique, ou bien c'était vraiment pour ta formation personnelle, finalement, comme tu dis, de comprendre, ok, je fais la création, le lancement, mais de voir jusqu'à la fin du cycle de vie du médicament, comme tu dis. Est-ce que c'était stratégique par rapport à un projet sur la Guinée ou c'était pour ton avancement personnel? Mais écoute, on peut même aller plus loin que ça, en fait. Quand moi, je suis arrivé en France pour mes études, quand je faisais la licence, j'avais le choix de faire la neuroscience au master ou bien les maladies infectieuses. Donc,
Donc là, le choix a été vite fait. Bien que la neuroscience, c'est quelque chose que j'adore. J'adore la neuroscience. Mais en pesant les deux, en fait, en ce moment, je me disais que vu les maladies émergentes en Afrique, je vais quand même faire un master qui est dans le domaine infectieux. D'accord? Donc, c'était C'est ça, directement visé exactement. sur l'Afrique. Exactement. C'est-à-dire que dès le début, moi, j'ai toujours pensé que moi, je viens en Occident, j'apprends et je vais restituer ce que moi j'ai appris aussi dans mon pays. J'ai toujours eu cette idée, bien qu'à un certain moment, là, je vais te faire rire un peu, j'ai pété les plombs qui a fait que j'avais mis tout ça dans l'eau parce que quand je suis venu en France, normalement, je devrais avoir une bourse parce que j'étais 5e de la République. Mais comme tu connais en Afrique, si tu n'as pas des bras longs, donc du coup, même si tu as si tu dois avoir une bourse, tu n'auras jamais la bourse. Ouais. Donc, je me suis démerdé. Je n'avais que 400 € dans ma vie. Je suis venu en France avec 400 €. Donc, du coup, je galérais vraiment parce qu'il fallait que je trouve du travail pour que je puisse poursuivre mes études. C'est ça. Donc, je galérais tellement. D'ailleurs, j'avais même passé une nuit dehors avant d'avoir une chambre en cité universitaire. J'étais tellement en colère contre les autorités de mon pays, je m'étais juré que je ne mettrais plus mes pieds en Guinée, que je m'en foutais. Mais voilà, tu vois, sous le coup de la colère, voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent, mais au fur et à mesure que les choses avancent, tu essayes de prendre le dessus de la situation, tu te dis quand même, mine de rien, tu n'as pas choisi d'être ce que tu es, tu assumes, quoi. Donc, tu es en train de me dire que depuis le début, tu avais un plan. La finalité, alors je suis très curieuse, c'est pas l'ONG, alors le plan, c'est quoi? Si tu es d'accord de nous le révéler aujourd'hui. Oui, mais écoute, l'histoire de l'ONG est apparue, c'est une question stratégique en fait. Ok. En 2017, c'est là où j'ai vraiment pensé qu'il fallait que je commence à intervenir en Guinée, parce que là, j'avais acquis pas mal d'expérience, d'accord? Donc, après 4 ans de postdoc en tant que chargé de recherche, je me dis, là, j'ai assez de background pour contribuer dans mon pays. Le seul problème, c'est que déjà, la recherche fondamentale n'est pas très bien développée chez nous. Et en plus de ça aussi, les laboratoires sont mal équipés. Mais avant de finir ma thèse que j'ai fait à Marseille, le directeur de l'Institut en ce moment, j'avais eu une discussion avec lui. Je lui disais qu'une fois que je termine mes études, je vais aller créer un laboratoire chez moi. Donc, c'est quelqu'un qui m'apprécie beaucoup. Et il me disait que, ben, écoute, ce que je te conseille, va faire 2-3 ans de postdoc et après, tu reviens vers moi. Moi, j'essaierai de t'appuyer pour que tu puisses mettre quelque chose en place chez toi. Donc, après ces 4 ans-là de postdoc, donc j'ai eu aussi des amis qui étaient vraiment engagés au même titre que moi pour développer des trucs en Guinée. Donc là, j'avais aussi un ami qui avait décidé de rentrer au pays. J'ai dit, alors là, ça tombe bien, puisque moi, je n'étais pas encore prêt de rentrer définitivement. Si lui, il est sur le terrain, lui, il peut faire les démarches sur le terrain et que moi aussi, je fais les démarches au niveau extérieur. Donc, on a commencé et puis en ce moment, le ministre de l'enseignement supérieur en 2017 en Guinée, j'ai eu des contacts avec lui. Je lui ai soumis un projet qu'on avait écrit pour la création d'un laboratoire. D'accord? Donc, rapidement, le courant s'est installé et puis, du coup, il a décidé de soutenir. Donc, du coup, il a même rénover des labos. Et puis moi, à travers mon ancien chef, là où j'ai fait ma thèse, on a pu équiper ces labos. Maintenant, le problème qui se posait, parce qu'à partir de ce moment, à chaque fois que je partais en vacances, je donnais des cours. Donc, en fait, je suis les labos qu'on a rénovés. En fait, quand j'ai obtenu mon baccalauréat en Guinée, j'avais commencé la biomédicale à l'université de Conakry.
la biomédicale, après la biomédicale, on a été sélectionné pour aller en médecine parce que c'était un tronc commun à ce moment. Donc, quand moi je suis venu en France, j'ai eu toute cette expertise. Je me dis, ah, ça peut être une belle histoire que je quitte l'université de Conakry, je viens ici, j'acquiers de la connaissance et je reviens aussi à cette université. Moi-même, je transmets les connaissances que j'ai acquises à l'étranger. J'ai trouvé ça vraiment très passionnant. Et puis, je me suis lancé dans ça. Et quand on nous a proposé à quel endroit on doit mettre en place le laboratoire, directement, je dis au niveau du département de biologie. Donc, du coup, on a commencé à mettre tout ça en place et je donnais des cours de cytogénétique à chaque fois que je partais. Et petit à petit, voilà, d'autres universités aussi, voilà, d'autres universités aussi se sont intéressées par mon profil. Et puis là aussi, à chaque fois, je donnais des cours, mais voilà, de manière bénévole, parce que moi, ça me passionne vraiment. Et c'est là, en fait, que tout s'est déclenché. Parce qu'en fait, on a toujours tendance, avec les jeunes, dire que les jeunes africains, ils s'en foutent. En fait, ils ne veulent que tout simplement venir en Occident, ceci, cela. Peut-être, bon, chacun a ses histoires par rapport à ça. Je ne juge personne. Chacun a ses raisons. Mais moi, en fait, ces moments que je donnais ces cours, j'ai vraiment côtoyé les étudiants. Parce que tu sais, chez nous en Afrique, le plus souvent, il y a toujours une barrière entre les profs, les étudiants, etc. Quand moi je suis venu, même si on me demande allons manger ensemble, nous les profs manchaient, je préfère rester avec les étudiants parce que je voulais vraiment comprendre à qui j'avais affaire. J'ai compris en fait que ces étudiants, c'est des gens qui sont désespérés quelque part. C'est des jeunes en fait, parmi eux, il y a des gens qui sont très motivés et qui veulent apprendre. Mais derrière, en fait, ils n'ont pas des gens qui vont les pousser ou bien des modèles qu'ils vont suivre, certains d'entre eux. Et je me suis dit, le fait de mettre ce laboratoire-là en place va me permettre d'identifier certains jeunes qui sont vraiment motivés voilà, pour prendre le relais, parce que c'est ça aussi, il faut préparer la nouvelle génération pour reprendre le relais. Parce que c'est une idée qui, je ne dirais pas qu'il n'existe pas chez nous, mais le plus souvent, les gens pensent à s'éterniser dans tout ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas à cette relève, à cette nouvelle génération. Et comme ça, les gens, ils disparaissent. Ils n'ont même pas su transmettre ou transférer ce qu'ils ont pour que ces jeunes-là puissent reprendre le relais, tu vois. Donc là, franchement, j'ai identifié des jeunes et c'est là où je me suis dit, il faudrait que j'intègre l'université là-bas de manière officielle, mais c'est là où tout le problème s'est posé. Parce qu'en fait, certains d'entre eux ont pensé que comme j'étais tout le temps en contact avec le ministre, que j'allais prendre leur place. La guerre avait commencé là, en fait. Au Congo, ils ont une expression, on a une expression particulière pour ça. On appelle ça la diasporie, tu vois, au lieu de la diaspora. Les gens sur place, parfois, nous appellent la diasporie. On se demande voilà. Parfois, tu sais, déjà, nous, officiellement en Guinée, on nous appelle les Guinéens de l'étranger. D'accord. Voilà, ça, c'est le nom, les Guinéens de l'étranger. Donc, du coup, et la guerre avait commencé à ce niveau. Au point que certaines d'entre eux, pourtant, nous, on est venus pour les aider, à renforcer les capacités. On n'attend rien, on ne demande aucun salaire, on ne demande rien. C'est juste pour aider afin que ces jeunes-là puissent faire des TP, afin qu'il y ait des laboratoires de recherche, afin que les masters qui vont être mis en place, que ce ne soient pas des masters théoriques. Parce qu'en biologie, ça, c'est inconcevable pour moi. À chacun son opinion, mais pour moi, en biologie, tu fais de la biologie, tu fais un master, une thèse théorique, je ne sais pas dans ce cas qu'est-ce que tu as fait. Voilà, c'est mon impression personnelle. Ouais, tu voulais leur permettre de pratiquer, quoi. Et c'est ce qui manquait à la base, c'était la pratique. Ouais. Absolument. Donc là, en fait, en gros, la guerre avait commencé et du coup, ils ont décidé, dès qu'on est parti, dès que tu fais d'eau, il y a certains qui disaient là-bas, alors là, leur projet est déjà mis à l'eau. Et bien, effectivement, ils ont vraiment saboté le projet là-bas. Sauf que ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à une personne qui est têtue. Parce qu'à la base,
on s'était dit, voilà, on va s'associer pour qu'on puisse travailler ensemble et développer des choses. J'ai su maintenant que eux, ils essayent, si je suis là, on discute, ils te font croire que vous êtes ensemble, et une fois que tu n'es pas là, ils font ce qu'ils ont à faire. Maintenant, honnêtement, moi, je n'en veux à personne. C'est par la suite que j'ai compris. Parce que j'aime bien me mettre à la place des gens au lieu de les juger comme ça. Moi, je pense que c'est pas évident. C'est pas évident pour eux. Des gens qui ont eu leur poste difficilement et qui voient des personnes qui pourraient être menaçantes, ben, c'est naturel. C'est comme le système immunitaire. Dès que, voilà, il y a un corps étranger, personne ne va dire le système de se lever, donc le système se lèvera naturellement. Donc, c'est de la même façon. Honnêtement, je ne juge personne. Maintenant, l'histoire de cette ONG, c'est là maintenant où l'ONG est apparue. Parce que maintenant, je n'avais plus d'attache sur le terrain. C'est-à-dire que je sais que même si j'envoie quelque chose, eux, derrière, ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc, ça ne marchera pas. Donc, c'est là où j'ai décidé de créer ici une ONG. Ok. Donc là, pour faire le parallèle, c'était à l'époque où tu démarrais dans la consultance ici? Oui, effectivement. Oui, absolument. J'avais déjà démarré ici la consultance et j'avais l'information que beaucoup d'universités, en fait, se focalisent sur les industries pharmaceutiques, d'accord, pour aussi demander du matériel. Mais moi, en tant que personne individuelle, je ne pouvais pas aller demander du matériel. On ne me le donnerait pas. Donc, il fallait une structure qui est officielle. Et c'est là où j'ai pensé vraiment à créer une ONG parce que je me dis que si j'ai mes propres équipements et qu'on vient avec une structure qui est agréée, je peux m'associer avec des gens, d'accord, surtout avec ces jeunes qui sont motivés afin de développer quelque chose où nous-mêmes, on a le contrôle total. Et c'est là où l'idée de cette ONG-là est venue. Et je pense que ça a été vraiment l'une des meilleures idées que j'ai eues pour vraiment continuer, on va dire, mes démarches sur le terrain. Donc aujourd'hui, à travers l'ONG, pour te dire, seulement l'année dernière, avec les contacts que j'ai en Occident, surtout en France, l'ONG a pu soutenir, on va dire, 5 personnes, ou même plus, 5 personnes, je pense, qui ont obtenu des bourses en co-tutelle à Marseille, en fait. Actuellement, on a 2 PhD en co-tutelle avec des universités à Marseille, des laboratoires de recherche. On a eu 2 masters, d'accord? Et puis aussi, il y a un autre doctorant et une autre personne de l'université de l'Abbé dont je suis le mentor. Lui, je lui ai envoyé juste pour faire un stage. Mais le gars, en fait, il a été tellement productif qu'au final, le labo veut le garder, en fait. Donc, au final, on s'est dit, OK, on va poursuivre, on va faire en sorte que son stage devienne un doctorat, en fait. Je n'avais pas suivi que tu avais fait déjà des démarches de personnes, de faire monter en compétence des personnes en les amenant dans les universités ici. Ça, je n'avais pas encore suivi. Et c'est vrai que c'est peut-être intéressant de poser aussi ce que tu as accompli là-bas récemment. Si tu peux nous faire un petit bilan là, de ce qui a été fait sur place. Ben, écoute, tout récemment, quand l'ONG est devenue officielle, on a commencé par tisser des partenariats avec des centres de recherche et puis des universités. Et l'idée de notre partenariat, c'est de ne pas venir, en fait, offrir des équipements aux gens, parce qu'on n'est pas des distributeurs d'équipements, pour ne pas rendre les gens fainéants, mais plutôt collaborer avec les gens. Parce que Technotrans a ses experts. On a des experts dans beaucoup de domaines d'expertise, surtout en tout ce qui est recherche fondamentale ou recherche appliquée. Maintenant, on commence à se développer aussi du côté de tout ce qui est industrie pharmaceutique. D'accord? Donc, du coup, on collabore avec eux pour travailler sur des projets vraiment bien ficelés. C'est-à-dire soit des projets de recherche ou en tout cas un projet d'entrepreneuriat, en tout cas quelque chose de réel.
On ne vient pas simplement collaborer, on vous donne ça. Non, 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 non. Il faudrait qu'il y ait une base solide, en fait. D'accord? Donc, dans ça, il y a eu certaines qui ont su suivre et d'autres n'ont pas pu suivre. D'accord? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, on va rester sur cette information-là. Pour ceux qui ont su le faire, je vous donne un exemple sur l'Université de la Baie, qui a été pour nous le très bon élève, en fait, à ce niveau. Parce que l'Université de la Baie, avec son nouveau recteur qui est encore très jeune, visionnaire, qui a fait ses études comme nous ici en Occident et qui est parti là-bas reprendre l'université en main. Donc, lui, il comprend vraiment ce sens d'ouverture, ce sens surtout aussi d'accueillir certaines personnes afin de développer son université. Et lui, il a eu confiance en moi et il m'a demandé de l'aider afin on va dire, afin de soutenir son département de biologie. Donc, pour ton information, l'Université de la Baie, en fait, c'est jusqu'à la licence. D'accord? Donc, c'est jusqu'à la licence. Ils n'ont pas de master ni de doctorat. Donc, je me suis dit, si tu veux qu'on développe de la recherche, dans ce cas, il faudrait d'abord passer par le master et à travers ça, on va mettre en place des laboratoires. J'ai dit, on va signer un partenariat. Technotrans va mettre en place une plateforme dans un premier temps. La plateforme, nous, on va alimenter la plateforme en équipement. Et en plus de ça aussi, on va fournir des experts. Parce qu'en fait, pour créer un master, tu as besoin des doctorats, des professeurs. Donc, nous, on a tous ces gens-là. Donc, on a fait un partenariat. Nous, on envoie des experts, d'accord, qui vont dispenser les cours de master. Et en même temps aussi, ces experts-là aussi, c'est la plupart d'entre eux, ce sont des responsables de laboratoires en Occident. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un master biologie santé. Mais avant de créer le master, on a d'abord créé un laboratoire qu'on a appelé Unité de recherche et de formation BioAfia. Pourquoi BioAfia? En fait, c'est tout simplement, on a voulu, nous aussi, utiliser nos dialectes, d'accord, pour donner des noms à nos structures. Parce que le plus souvent, les gens, c'est unité de recherche, formation, je ne sais pas moi. En tout cas, tout est occidentalisé, en fait. Okay. Je pense que le mix, c'est quelque chose aussi d'assez intéressant. Parce que AFIA, chez nous, en fait, AFIA, ça veut dire santé en pulaar. D'accord? Donc, on a dit bio-AFIA. Donc, c'est comme si on disait, en fait, biologie santé, tout simplement. D'accord? Donc, on a appelé le master biologie santé. Là aussi, c'est tout simplement parce que au niveau du diplôme, pour que le diplôme soit reconnu au niveau international, par le nom, en fait, un nom que tout le monde connaît. Mais par contre, le labo, on s'est dit, au lieu de dire encore laboratoire biologie santé, et là, on va utiliser nos dialectes. Donc, du coup, on a dit bio-AFIA, donc biologie santé pour le laboratoire. Ok. Et donc, ce laboratoire, j'ai bien compris, il a été créé, donc vous êtes complètement autonome là-dessus, hein, sur ce laboratoire. Il est propre à l'ONG, vous en disposez comme vous voulez. Et ce laboratoire, tu l'as fourni. Enfin, c'est quand même un bel exploit. Et je pense que c'est intéressant peut-être de dire aussi à d'autres gens qui voudraient reproduire ce type d'initiative. Tu as réussi à avoir le matériel pour constituer ce laboratoire quand même de pointe avec des universités, en tout cas ici sur la Belgique, je pense 2 Big Pharma qui t'ont fourni du matériel, plus une PME, enfin je te laisse me corriger, hein, de là je te parle de mémoire, mais il me semble que tu avais eu 2 Big Pharma, je ne sais pas si une université t'a aussi fourni du matériel? Oui, tout au début, en fait, il y avait l'Université libre de Bruxelles qui m'avait accompagné, mais ça c'était au niveau du premier projet que j'avais commencé à Gamal, à l'Université de Conakry, où voilà, on m'a entre guillemets mis dehors, entre guillemets. Mais après ça, effectivement, j'ai eu vraiment un gros partenariat avec, comme tu le dis, avec 2 Big Pharma. Je veux dire 2 les plus gros Big Pharma en Belgique, sans les nommer. Et puis aussi, à côté de chez moi, il y a certaines biotech qui aussi ont entendu parler de ce que je suis en train de faire parce que les gens sont impressionnés en fait
C'est ça. de cette motivation que j'ai et cette détermination pour développer ce que j'étais en train de faire sans demander contrepartie, rien du tout, simplement pour contribuer au développement de mon pays. Et du coup, comme ça, s'ils ont du matériel, ils m'appellent. Ils m'appellent de venir chercher le matériel. Et puis voilà, nous, voilà, heureusement aussi chez moi, j'ai assez de place pour voilà Oui, pour parce collecter. il faut bien expliquer que c'est bien de savoir que les sociétés font ça. Évidemment, il faut montrer patte blanche, hein, parce qu'ils vont toujours éviter d'avoir des personnes qui pourraient, sous couvert d'une mission humanitaire, récolter ce matériel et puis le revendre ou l'utiliser à des fins lucratives. Donc ça, c'est quand même très contrôlé. Hein. Tu as dû montrer patte Oh, blanche ben, avant de écoute, recevoir les absolument, équipements. parce que déjà, avant qu'ils ne te donnent ça, vous allez signer un partenariat, un pacte. C'est ça. Mmh. Vous allez signer un pacte et en plus de ça aussi, avant de sortir, de venir chercher les équipements, tu dois avoir un papier de sortie de l'équipement, de la traçabilité de l'équipement en fait. D'accord? C'est-à-dire que eux, ils savent qu'est-ce qu'ils t'ont donné. Et dedans aussi, tu vas signer que ces équipements-là ne seront pas vendus. C'est ça. Ouais. Et ils auront aussi le droit de venir contrôler à tout moment ces équipements. Ils peuvent venir, hein, ils ont ce droit-là pour venir contrôler les équipements. Donc, moi d'ailleurs, c'est quelque chose qui me rassurait parce que si tu vois que je n'ai pas trop accentué mon ONG dans tout ce qui allait demander de l'argent par-ci, par-là, parce que je sais le vrai besoin, c'est quoi? Le vrai besoin pour ces jeunes-là, c'est de faire de la pratique. C'est ça. C'est dès que tu fais rentrer de l'argent, les gens ne regarderont que l'argent. Ouais. Moi, je me dis, si ces jeunes-là ont les équipements, ils sont bien formés, eux-mêmes, ils peuvent développer des projets qui vont faire rentrer de l'argent facile. Et c'est pour cette raison que c'est assez, c'est un exploit, mais bon, tu es là pour montrer que c'est possible en ayant créé toi-même une ONG. C'est parce que d'habitude, justement, ces grandes entreprises, pour s'assurer qu'il n'y ait pas ce type de détournement sur les équipements, d'habitude travaillent avec des ONG déjà connues et reconnues à l'international. Mais en tout cas, tu as fait l'exploit d'arriver à montrer patte blanche et à être soutenu dès le départ par des grandes entreprises et des plus petites. Comme tu le sais, tout est une question d'argumentation. Je vais te dire, la plus grosse Big Pharma, je suis d'ailleurs très content d'avoir obtenu ce partenariat avec cette Big Pharma, mais il m'a fallu 3 ans. 3 ans derrière cette Big Pharma pour enfin, par miracle, je ne sais pas comment, mais d'un coup, je présente, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, et là, ils trouvent que c'est crédible ce que je suis en train. Peut-être c'est le fait déjà que j'ai fait ce grand pas. On a été mis en place une plateforme à l'AB. J'ai été formé des gens sur cette plateforme. Je soutiens, je fais du mentorat. Et quand tu racontes tous ces éléments-là, parfois, ils n'y croient même pas, en fait, parce que c'est le travail qui est derrière, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est quelque chose que moi, je ne considère même pas comme du travail, parce que je ne compte pas mes heures là-dessus. Tu peux pas, en fait. C'était tes vacances, tu dis. Non, mais exactement. Mais tu imagines, là, moi, pendant les vacances, je vais à Conakry, je mets en place, je forme des gens, on fait de la recherche, mais pourtant, ici, on dit que je suis parti en vacances. Et je reviens ici, je suis encore aussi fatigué que comme je suis parti. Mais bon, on tient le coup et après, on essaie de se détendre au mieux qu'on peut. Mais franchement, ça me fait tellement du bien de voir que je contribue vraiment au développement de mon pays, mais de manière vraiment concrète. Ça me fait tellement du bien que je ne sens pas la fatigue. Quand je vois ces jeunes-là, comme j'ai commencé tout à l'heure, la récompense, c'est ce que j'ai dit aux jeunes en fait, que moi je ne vous demande pas de me donner de l'argent ou autre chose. Je ne demande rien. La seule chose que je demande de vous, c'est d'être sérieux. Je vous envoie vers des gens qui m'ont fait confiance, c'est de faire tout pour maintenir cette confiance. Ça, c'est le premier. Et de deux, essayez de montrer tout ce que vous avez dans vos tripes. Et j'ai été vraiment récompensé cette année. Parce qu'il y a 2 étudiants de master qui sont partis. Ce n'était pas gagné d'avance. Tu connais le niveau du master en Afrique. Honnêtement, le niveau est très bas. Ces 2-là sont venus. Au début, tous les 2 étaient totalement largués. Totalement largués. Et là, du coup, au fur et à mesure que ça avance, ces jeunes-là se sont adaptés.
l'université. Et là, ils viennent de terminer leur soutenance de stage de master et leur responsable, leur superviseur en fait de stage m'a écrit pour me dire que même le responsable du master est impressionné la manière dont ces jeunes-là ont su rattraper leur retard du début. Écoute, on leur envoie nos félicitations, je suis sûre qu'ils nous écoutent. Non, mais franchement, c'est la meilleure des récompenses que je peux avoir. Honnêtement, Virginie, c'est pas sans démagogie, mais honnêtement, moi, je fais confiance à cette jeunesse. S'il y a des gens qui les écoutent, parce que c'est ça aussi le problème, parfois on ne les écoute pas, on les impose les choses. Si on les écoute, je ne dis pas tout le monde, hein, si on les écoute, on les accompagne, beaucoup d'entre eux veulent vraiment s'en sortir et veulent aussi apprendre et venir contribuer au développement de leur pays. Mais si derrière, imagine par exemple, moi, je devrais avoir une bourse, on me refuse cette bourse. Je viens en Occident, je n'avais que 400 €. J'étais même obligé de passer dehors. J'ai tellement galéré, parfois je mangeais même pas, hein. J'ai tellement galéré, j'ai même pété les plombs, tu vois. Mais c'est-à-dire que il faut avoir un certain esprit de, je n'aime pas utiliser trop ces mots-là de patriotisme ou j'en sais rien, pour vraiment t'accrocher et te dire, tu n'as pas choisi d'être ce que tu es et tu assumes. Et tu assumes. Parce que toute chose, moi je considère que toute chose qui t'arrive, il y a toujours une bonne raison derrière. Moi, je me donne toujours une bonne raison. Parce que le fait que j'ai galéré, je suis de nature quelqu'un de très timide. Mais le fait que tu arrives dans un endroit, tu es tout seul, tu es obligé d'aller vers les gens pour nouer d'amitié en fait avec les gens pour survivre. Et aussi sortir, aller toute la journée te balader dans les restaurants pour chercher du travail. Donc, la partie que j'avais sautée, c'est que moi, j'ai obtenu du travail dans un restaurant où j'ai fait de la plonge qui m'a permis de financer mes études jusqu'au doctorat, jusqu'à ce que j'ai obtenu une bourse pour le doctorat. Et c'est ainsi que j'ai arrêté. Sinon, c'est ça qui me permettait d'aider ma famille, de financer les études de mes frères et sœurs et aussi de financer mes propres études. C'est voilà, le travail dans la restauration qui m'a permis de faire tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même faire confiance à ces gens. Qu'ils se sentent vraiment soutenus et qu'ils sentent que des gens les font confiance. Donc, pour revenir sur ce qu'on est, à quel niveau on est actuellement, en gros, en plus de ce que Technotrans fait pour créer, entre guillemets, des élites guinéens, c'est-à-dire en les envoyant dans des structures qui sont reconnues en termes de formation pour bien se former, et nous veillons aussi à ce que ces jeunes-là puissent revenir et servir aussi. C'est pour ça qu'on a créé les laboratoires. Et ces laboratoires qu'on a créés, tous ces jeunes-là, d'accord, ont leur pied dedans. C'est pour ça, en fait, quand on envoie les jeunes, nous, on demande toujours un co-tutelle. Le co-tutelle, c'est quoi? Tu fais mi-temps à l'étranger et mi-temps au pays. Donc, comme ça, voilà, au fur et à mesure, d'accord, tu essayes de faire le transfert de connaissances et technologies. D'accord? Et en même temps, nous, on prépare ta place aussi. Parce que dans les équipes de recherche qu'on a dans nos unités, tous ces jeunes-là ont déjà leur place dedans. Ils sont déjà représentés. Et tu verras, la plupart d'entre eux aussi sont déjà impliqués dans les travaux pratiques pour les masters qui vont venir par la suite. C'est-à-dire qu'on essaie de les impliquer très tôt pour qu'ils voient comment le travail se fait et que la relève soit assurée sans faire d'efforts, en fait. Donc, on a ce master-là qui s'ouvrira l'année prochaine. Les labos, les équipes, on est en train de meubler les équipes de recherche, d'accord? Et en parallèle, nous, on continue toujours nos activités en partenariat avec les universités à l'étranger via nos doctorants, d'accord, qui font ces va-et-vient. Mais aussi, aujourd'hui,
la confiance est tellement large que même le ministère de l'enseignement supérieur nous a demandé de soumettre des documents pour qu'on puisse tisser directement un partenariat avec eux. Donc, ces démarches-là sont en cours. Et en plus de ça aussi, dans nos discussions, il y a un projet qui reste encore confidentiel, mais c'est un projet qui consistera en fait à mettre en place un laboratoire de référence. Je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que les discussions sont en cours. Et il y a aussi un éminent chercheur qui est connu sur le plan mondial. Aujourd'hui, j'ai eu la semaine dernière une réunion avec lui, une réunion entre le ministère, l'ONG et lui, et il est prêt à nous accompagner parce que c'est quelqu'un qui a été l'acteur de mettre en place des laboratoires de référence en Occident. Donc, ce dernier est prêt aussi à nous accompagner pour nous guider, pour nous conseiller, afin qu'on puisse avoir ces laboratoires-là qui répondent aussi aux normes internationales en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, tu sais, je me perds un peu parce que ça me fait tellement vibrer, tu vois, que ça me parle tellement. Mais je vais essayer de revenir à quelqu'un qui est ici pour lui donner la réalité de ces personnes qui ont envie de faire cette même démarche que toi, d'aller lancer quelque chose. Voilà, tu as montré que c'était possible. Et j'aimerais bien revenir sur la manière concrète dont tu as mis les choses en place. Donc, tu nous as dit, alors il y a eu cette partie qui a pris du temps pour gagner la confiance des Big Pharma, de mettre ton ONG en place, d'avoir l'air de rien quelque chose de déjà fait. Ça, c'est souvent quelque chose que les gens, je pense, oublient, et je pense que c'est très intéressant que tu le partages ici, c'est que il faut passer à l'action. Ah oui. Il faut passer à l'action et que, quels que soient les moyens, même les petites choses. Ah oui, on n'a pas dit, tu as des enfants. Tu viens de me dire bonjour. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des actions à mettre en place directement. Donc, le jour 1, je pense qu'il faut suivre un petit peu l'appel. Comme tu dis, quand toi, tu es en vacances, tu le sens d'aller donner des cours, tu le sens d'aller explorer ce qui peut être fait dans les universités, de lancer des discussions, etc. Je pense que c'est important de rappeler qu'il ne faut pas sous-estimer ça et que ça a de la valeur, que les gens pourront valoriser après. Donc après, tu dis, avec cette valeur que tu avais engendrée déjà, la confiance que tu as mis du temps à gagner, mais qui s'est fait avec, à force de ténacité. Donc, tu es arrivé à obtenir des partenariats. Il faut quand même encore expliquer qu'une fois que tu as montré patte blanche, qu'on te donne les équipements, on te les donne sur le parking de l'entreprise. On te les dépose devant la société. Et puis, ça se passe comment? Donc, on te les met sur le parking. On est en Belgique, même pas, la loi avec tes équipements. Et puis, ça se passe alors, c'est une très bonne question parce qu'actuellement, nous avons un agreement avec cette Big Pharma-là jusqu'en décembre 2025. Donc, jusqu'en décembre 2025, ils vont nous donner du matériel. OK. Donc, actuellement, tu imagines, là, on nous a même proposé des bureaux, plusieurs centaines de bureaux, d'accord? Et c'est à nous de dire combien on veut, des trucs comme ça. Mais en fait, dans le contrat, tu dois t'engager que ce n'est pas eux qui vont te livrer les équipements. Parce que tu as dit tout à l'heure, et peut-être que les gens n'ont pas relevé, mais que tu avais beaucoup de place chez toi. Ah oui, absolument. La chance que j'ai un garage et puis tout le sous-sol de ma maison, c'est vraiment une cave en fait. Tout le sous-sol de ma maison. Donc, ça me permet vraiment d'accumuler pas mal de matériel le temps que j'ai assez afin de mettre tout ça dans un conteneur. C'est ça. Donc, en fait, tu reçois au fur et à mesure sur le parking, tu t'occupes du transport jusqu'à chez toi et tu stockes le temps d'avoir suffisamment de quoi remplir un conteneur. Une fois que tu as un conteneur en volume, une fois que tu as suffisamment de volume, tu commandes ton conteneur et tu l'envoies. Et je me rappelle, la première fois qu'on m'a parlé de ça il y a quelques années, c'était à tes frais, tu envoyais le conteneur. Ben, écoute, en partie, nous, on va s'occuper de tout ce qui est aller chercher les équipements, d'accord? Venir stocker chez nous. Maintenant, comme on fait un partenariat avec une université ou un centre de recherche, nous, on va apporter notre expertise, on va mettre à disposition les équipements
pour former leurs équipes, leurs étudiants et former leurs enseignants-chercheurs également. Donc, on demande une contribution de leur part pour l'envoi du matériel au pays. D'accord? Et là, du coup, eux aussi, ils contribuent à ce niveau. Et là, comme ça va nous aussi nous faciliter un peu la tâche à ce niveau. Et de l'autre côté, voilà, nous, on les paye quelque part en donnant notre expertise et en mettant à disposition les équipements qui sont là. Donc, ça arrange tout le monde à ce niveau-là. D'accord? Tu dois malgré tout aller toi-même prendre ton billet d'avion pour réceptionner le container. Écoute, pour réceptionner, je ne suis pas obligé d'être là, en fait. Parce que déjà, Technotrans est bien représenté sur le terrain. D'accord? Donc, on a aujourd'hui, on a nos représentants sur le terrain qui peuvent faire les démarches sur le terrain. Et surtout que là, le partenariat qu'on va avoir là avec le ministère, on demande quand même à ce que le ministère aussi nous accompagne dans ce sens-là et qu'il facilite surtout tout ce qui est dédouanement, etc., parce qu'ils le savent que nous, on n'a pas de salaire de leur part. On n'a rien, en fait. Donc, du coup, nous, on contribue au développement du pays, à former des jeunes qui relèvent de leur ministère. Moi, je pense que la moindre des choses, c'est de nous accompagner quand même pour nous faciliter les démarches afin qu'on puisse atteindre ces objectifs-là. C'est ça. Mais l'accompagnement a quand même été possible une fois que tu avais fait tes preuves. On t'a pas, les militaires ne t'ont pas suivi sur la bonne foi de tes paroles. Ça c'est le conseil que je vais donner aux gens qui veulent se lancer. Il y a beaucoup d'erreurs que nous, les gens qui sommes à l'étranger, nous faisons beaucoup lorsque nous voulons réaliser des projets en Afrique. La première des choses, il faut d'abord devenir humble. Parce qu'il y a beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Oui, moi j'ai de la connaissance, j'ai un professorat, j'ai un doctorat, et ces gens-là ne savent rien, patati patata, et puis ils viennent avec la grosse tête. Ça ne marchera jamais. Parce qu'eux aussi, ils ont leur fierté. D'un autre côté aussi, c'est de venir dire, ah oui, tout ce qu'ils font, c'est tout ce qu'ils font, c'est du n'importe quoi, ils ne sont pas, même pas au diapason, mais en réfléchissant un peu. Si tout le monde était comme toi, fuir ton pays, même pas fuir, ok, sortir de ton pays. Mais aujourd'hui, au minimum, il y a quand même un niveau, même si le niveau est bas, il y a quand même un niveau de connaissance qui est là-bas. Et ce niveau, c'est grâce à qui? Aux gens qui sont restés sur place. Maintenant, au lieu de faire des critiques qui vont détruire, fais des critiques constructives et tu proposes quelque chose et tu apportes. Et Technotrans, c'est ça que nous faisons. Nous avons été en contact avec ces gens-là, nous les avons observés, nous les avons écoutés, nous avons côtoyé les étudiants et nous avons compris leurs besoins sans leur demander de quoi ils ont besoin. Et aujourd'hui, on apporte ce besoin-là et tout le monde est unanime, effectivement, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin des experts qui vont aller accompagner, mais on a besoin également des équipements qui vont permettre à ces jeunes-là de faire de la pratique. Donc, je veux dire quoi par là? Que cette personne en Occident qui est bien qualifiée, sache que le terrain africain est très, très, très compliqué. Ce n'est pas parce que ta connaissance ici, tu l'as. Ici, tu as toutes les machines. Tu vas dans un laboratoire, tu viens, tu trouves toutes les machines, d'accord, pour travailler. Et là-bas, tu arrives, on te dit, c'est le laboratoire, il est vide. Ah, maintenant, c'est à toi de te démerder pour faire des travaux pratiques, etc., pour les étudiants. C'est pour ça que je dis, en fait, même quand tu connais des trucs, il faudrait te mettre dans les conditions du travail, dans les conditions réelles. C'est-à-dire tenir en compte de ton environnement propre. Dis-toi que c'est à toi de t'adapter à ton environnement et non à ton environnement de s'adapter à toi. Il y a un certain moment, oui, tu vas imposer des choses, mais quand tu viens, mets-toi au même niveau que les gens. C'est ça. Maintenant, à ce niveau, fais beaucoup aussi attention parce qu'il y a certaines, une fois que tu te mets à niveau, et ils vont commencer à te grimper dessus. Donc, l'exemple que je vais te donner, j'avais présenté ce projet-là à un ministre.
Et le Premier ministre était vraiment très emballé. C'est un ancien Premier ministre. Et ce dernier avait même donné des instructions de nous donner un local. Mais malheureusement pour nous, il y a eu un coup d'État. Il y a eu le coup d'État en Guinée et puis le Premier ministre n'était plus Premier ministre. Donc, du coup, il faut tout reprendre à zéro. Et du coup, le ministre qui était venu, je me suis dit, OK, il faut toujours persévérer. Donc, j'ai demandé à ce que le projet soit soumis à ce nouveau ministre. Et il y a un responsable du ministère qui est en contact avec ce ministre-là. On se connaît, hein? Ben, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez transférer ce projet-là au ministre pour voir comment on va dérouler ça? Et la personne me dit, si j'avais de l'expertise, j'allais vous demander à ce que vous me nommez comme responsable de votre structure pour que je puisse envoyer les documents là chez le ministre. Mais comme je n'ai pas cette expertise-là, il faudrait que vous me payiez à court, à moyen et à long terme. Maintenant, vous imaginez, hein, un commis de l'État, quelqu'un qui normalement représente le ministère, qui me demande des choses comme ça. Mais si tu n'as pas une conviction, en fait, si tu ne sais pas, en fait, si tu faisais les choses pour Paul ou Pierre, c'est là tu arrêtes tout. Que tu abandonnes. Tu abandonnes. Et là, tu as réagi comment quand parce que tout le monde peut y être confronté. Non, mais on te dit ça, tu parles gentiment, ok, il n'y a pas de souci, tu essayes de discuter avec, mais tu sais, c'est pas possible. Même si c'est possible, tu ne vas pas le faire. Et du coup, moi, je dis, il n'y a aucun souci, alors c'est comme vous voulez. On a commencé à discuter un peu, et qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus donné signe de vie, parce que ça ne va pas marcher. C'est pas possible, en fait. Et donc, tu as attendu. Tu as attendu. Eh bien oui. Non, tu essayes de voir d'autres voies. C'est ça. Non, c'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas te cantonner sur une seule chose. Donc, moi, je suis comme ça, en fait. Première étape, l'humilité, ouais. Comprendre le besoin. Exactement. Apporter une réponse qui est en adéquation avec la réalité du terrain. Exactement. Ouais. Et puis, faire preuve de ténacité, c'est ça. Preuve de ténacité et surtout vraiment reconnaître quand même que les enseignants qui sont là-bas, parce que ce que les gens ignorent, ils travaillent quand même dans des conditions qui ne sont pas du tout faciles. Et sans parler aussi de leur salaire. D'accord? C'est extrêmement compliqué aussi pour eux. Quand tu arrives, vraiment, c'est d'essayer de les comprendre, les prendre comme des collègues et vous essayez d'évoluer. Mais maintenant, là aussi, il faut mettre les garde-fous, comme je te l'ai dit, parce que moi, sans nommer personne, on avait le projet qu'on a mis dans l'une des universités que je ne vais pas nommer. Il y a l'un des responsables de cette université. Quand on a tout mis en place, il voulait en fait qu'on prenne une autre personne que lui-même il a choisi pour être responsable du laboratoire que nous on a créé, qu'on s'est démerdé pour mettre en place. Et là, tu dis, non, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. En fait, c'est soit on me prend pour un imbécile ou on me prend pour, tu vois. Mais il y a des choses, quand même, ce qui n'est pas acceptable n'est pas acceptable. Donc, tu mets tes limites en disant, OK, ça, c'est pas acceptable, tout en gardant cette ouverture d'esprit et je dirais, tu arrives à être très réaliste par rapport au fait qu'ils ont des conditions. Pas tous, hein, attention, pas tous, hein, parce que on parle bien des professeurs d'université qui peuvent être parfois avec des salaires, comme tu dis, précaires et qui font ce qu'ils peuvent avec très peu de moyens et que eux, il va falloir pouvoir comprendre parce qu'on peut vite tomber dans mais on essaye de m'arnaquer ou tu vois et se braquer et juger l'autre, mais il faut essayer de comprendre aussi que attention, il est dans une réalité autre que la tienne, mais mettre malgré tout les limites à ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour toi. Quoi. C'est ça. Moi, je pense qu'en allant dans ce sens, parce qu'il ne faut pas accepter aussi n'importe quoi, honnêtement. C'est ça. Tu imagines en fait que
ce que les gens aussi ne réalisent pas, tu travailles à temps plein. Tu le sais, qu'est-ce que c'est travailler en Occident à temps plein? Tu as une famille peut-être avec 3, 4 enfants. D'accord? Et en plus de ça, tu te trouves quand même du temps pour faire des projets. Et mais pas n'importe quel projet, parce que c'est réaliste ce que tu fais en fait. Il y a du résultat sur le terrain en fait. Tu vois? Moi, je te donne juste un exemple. Le master qu'on est en train de mettre en place, si je te dis, on a passé 2 ans pour réfléchir ce master, pour comparer différents masters à travers le monde entier, pour pouvoir identifier un master qui répond aux normes internationales. Et dans ça, on n'était que 2. Il y a un qui faisait de la bibliographie, qui m'envoyait les documents, et c'est moi qui ai rédigé tout le projet. Tu fais bien de revenir à ça, parce que là, on n'a pas suivi le schéma des questions que je pose d'habitude, mais c'est très bien de revenir à ça, parce que évidemment que des personnes vont se poser la question. D'habitude, tu vois, dans ces entretiens, je demande à quoi ressemble la journée type d'un président d'ONG, consultant dans le Big Pharma à temps plein. Explique peut-être un petit peu comment tu arrives. Alors moi, je connais ta journée type. Comme j'ai dit aujourd'hui, on va pas faire la partie CSV, donc je connais ta journée type de 9h à 17h, 17h30, disons. Et alors, dans tes heures, comment tu fais pour assurer ce rôle de président d'ONG et comme tu dis, avec du résultat concret en plus à la fin? Tu casses ça où concrètement? Oui, surtout c'est le début qui est très, très, très aussi difficile parce qu'en ce moment, tu n'as pas beaucoup de personnes avec lesquelles travailler. Mais en gros, voilà, tu travailles à temps plein. Hein. À temps plein, tu travailles et tu reviens vers 17h, 18h. Et puis tu manges, tu t'occupes des enfants, tu couches les enfants. Et puis, voilà, tu passes du temps avec ta femme. Et puis, parfois, c'est en pleine nuit que tu te réveilles et tu commences à réfléchir, tu commences à rédiger. Et les week-ends aussi, pareil. Et parfois, on se fait engueuler, hein, parce que oui, je comprends ma femme, franchement, je dirais chapeau à elle pour tout le soutien qu'elle m'apporte, parce que c'est pas facile, en fait. C'est pas facile. Il n'y a rien à faire. Il n'y a que 8 heures de travail. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Tu ne peux pas faire plus que ça. D'accord? Et dans ça, si je fais mes heures au travail, forcément, je prends du temps que je devrais consacrer à mes enfants, devrais consacrer à ma femme pour donner à mon pays. Ce qui, en fait, me soulage dans tout ça, je donne à mon pays, je ne donne pas à Paul ni à Pierre. D'accord? Et ça, parce que, en fait, sinon la déception, elle est énorme. Elle est énorme. Parce que tu vas voir certaines personnes avec qui vous collaborez et tu vois derrière ce qu'ils font, sans rentrer dans les détails, tu dis, ah oui, j'ai bien fait de me dire que ce que je fais, je ne fais pas pour Paul ou ni pour Pierre, je fais pour qu'il y ait un développement quelque part dans mon pays. Ok, donc ta force, tu vas la chercher, tu t'appuies sur le pourquoi profond tu fais ça. C'est là que tu puises ta force, de te rappeler pourquoi tu le fais. C'est vraiment ça parce que, en fait, comme je te l'ai dit, ce n'est pas aujourd'hui que cette idée d'aller chercher de la connaissance et venir servir mon pays, ça date de très, très, très longtemps. Ok. Et à partir de quel moment le plan de je vais prendre des connaissances en Occident et en faire un transfert vers mon pays, ce projet qui te donne tellement de force, à partir de quand est-ce il a germé? Et je te pose cette question parce que parfois, je le constate, c'est que cette mission que les afro-descendants ont sur les épaules, parfois, je me demande à quel moment on en prend conscience et c'est pour ça que je te pose cette question, c'est à quel moment, qu'est-ce qui a déclenché ou qu'est-ce qui a déclenché la prise de conscience que finalement il y a ce côté, il va falloir aller c'est même pas rendre hein, le terme juste, mais aller faire ce transfert de compétences. On va vraiment l'appeler comme ça. Écoute, tu sais, en Guinée, il y a eu pas mal de pandémies d'Ebola, etc., etc. Okay? Lorsque toi, tu sais, tu as une expertise X,
et que tu peux contribuer à former des jeunes sur le terrain qui peuvent aussi voilà, assurer la relève, et que tu entends qu'il y a une pandémie dans ton pays, mais on te prend des experts sénégalais pour venir renforcer les capacités. Tu as envie de disparaître là où tu es, quoi. Alors que toi, tu sais, même toi-même, avec l'expertise que tu as, d'accord, si on t'implique dans des choses comme ça, tu peux aller former des jeunes sur le terrain et qui vont prendre la relève. L'air de rien, on est en train de boucler la boucle jusqu'à ton point de départ, qui était d'améliorer les soins de santé. Exactement. Ouais. Oui, exactement. Maintenant, la question que je me posais, en fait, quand j'étais chargé de recherche, OK, enseigner, je pourrais toujours enseigner la recherche, je pourrais toujours faire la recherche. Mais qu'est-ce que moi, je fais concrètement dans ça? Tu as vu? Qu'est-ce que je peux apporter à la population? C'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Moi, j'ai fait de la recherche fondamentale. Mon rôle, c'est d'identifier des molécules d'intérêt. Et là, maintenant, je vais rentrer dans une phase où je vais comprendre comment transformer cette molécule-là en un médicament, en un vaccin. Ah, j'étais aux anges, en fait, quand j'ai vu ça. C'est-à-dire, je peux voir le sujet sur le plan infectieux, mais je peux aussi le voir au-delà, au niveau du développement qui peut aussi, tu as vu, que cela peut engendrer. Je peux le voir derrière, en fait. Et à concrètement soigner quelqu'un. Voilà, c'est une chance que j'ai. En fait, je suis en fait comme passe-partout, en fait. Là où on m'envoie, je sors toujours la tête. Je suis là. En tout cas, j'ai une compréhension vraiment de ce cycle-là. Par exemple, nous, ce master pluridisciplinaire qu'on met en place, nous, on va former des chercheurs, mais pas que. On va former aussi des biologistes qui, voilà, vont rester dans des laboratoires d'analyse biomédicale. Mais nous allons former des opérateurs pour faire la production en pharma. Nous allons former des jeunes qui vont créer des biotech. Nous allons former des jeunes qui vont même aller faire du journalisme scientifique. Il y a encore beaucoup à faire. On arrive doucement à la fin de notre entretien, qui était très riche. Je vais te demander pour conclure. Alors d'abord, en 2 mots, à quoi tu aspires? Ta situation idéale là dans 5 ans, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Dans 5 ans. Moi, 5 ans, c'est très proche quand même. Ah oui. Mais tu imagines, nous, dans 5 ans déjà, je pense que là, dans 5 ans, là, on a un master qui est en place. Dans 5 ans, on aura un doctorat déjà qui est en place. Déjà, d'accord, à l'université. Et maintenant, on n'est jamais... aujourd'hui, depuis 2017, je suis en contact avec l'environnement guinéen. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment des qualités ou des compétences vraiment d'occuper un certain niveau de responsabilité pour accompagner le pays. Parce que ce qui me plaît dans mon parcours, en fait, c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très difficile parce que quand tu arrives avec ton doctorat en manchette et que tu es obligé de te mettre sous des gens qui n'ont même pas leur doctorat, mais bon, tu restes quand même, voilà, sous ces gens-là, tu essaies de travailler pour que simplement les choses, tu sais que c'est toi qui fais tout, mais tu les laisses faire, tu as vu? C'est pas évident, mais moi, la modestie, c'est quelque chose qui est en moi. Il n'y a pas de souci. Tant qu'on ne dépasse pas les bornes, il n'y a pas de souci et que le résultat est là. Il n'y a aucun souci, tu vois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, sans prétention, je suis quand même bien placé pour vraiment accompagner le système éducatif guinéen en tant que responsable on va dire, responsable au niveau de ces départements de l'éducation. Maintenant, quand je dis département de l'éducation, il y en a plusieurs chez nous. Hein. Tu as des départements de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique. Tu as tous ces éléments-là. Mais aujourd'hui, avec le background que j'ai de l'étranger, avec le fait que de mes propres moyens, j'arrive sans accompagnement du ministère ni qui que ce soit,
on arrive plutôt à développer ce qu'on a développé. Mais imagine si moi j'ai mon budget pour réaliser des trucs au pays, avec maintenant tous les experts qui sont aujourd'hui derrière moi, avec tous mes partenaires, je pense que je pourrais encore apporter quelque chose de beaucoup plus significatif au pays si j'occupe aussi certains postes de responsabilité. Okay. Et j'espère que dans des années qui viennent, que ça sera quelque chose qui sera réel. Je ne suis pas pressé. Je sais, je suis aussi croyant. Je sais que tout ce qui m'est destiné, je l'aurai, quelle que soit la situation qui se présentera. Et en plus de ça aussi, je suis obstiné. Et si tu dis que tu vas me faire des trucs du mal ou me barrer la route pour me décourager, non, moi, c'est ça qui me galvanise, en fait. Et c'est le challenge, en fait, qui me galvanise. Si tu veux me neutraliser, reste doux et on va comme ça, tu m'endors dans ça. Mais dès que tu commences à montrer tes muscles et tout ça, ben là, je vais te dire, on y va. Hein. Je pense que avec les jeunes qu'on est en train de former, honnêtement, peut-être, hein, c'est tout ce que je suis en train de dire là, c'est pas forcément occuper une place, etc., mais parmi les jeunes qu'on est en train de former, ces élites qu'on est en train de former, ça, il y aura parmi ces jeunes-là qui vont émerger et qui vont vraiment apporter leur expertise au haut niveau de l'État. C'est ça. Parce que c'est ça notre objectif. C'est pas nous. Nous, en fait, nous, on se bat. C'est-à-dire que nous, on est là, on couvre ces jeunes-là pour que ces jeunes-là puissent... on fait en fait l'incubateur. Voilà, on est l'incubateur. Ils sont en train de pousser à l'intérieur et nous, on est là, on reçoit toutes les balles derrière, d'accord? Tout ce qui... voilà. Et le jour où ces jeunes-là vont éclore, personne ne pourra les arrêter. Parce qu'ils vont venir avec un background solide. Ça, je leur ai déjà expliqué. Je dis, restez dans votre coquille. Apprenez. Apprenez, je suis là, on vous couvrira. Et je veux que le jour où vous sortirez, qu'il n'y aurait même pas d'ambiguïté. En fait. C'est ça. Et qu'on fonce direct au but. C'est-à-dire que là, moi, je me sacrifie pour vous soutenir, pour faire tout ce que je veux. Tout ce que je vous demande, par la suite, c'est de rendre ça à votre pays. Pas moi. Pas moi, mais rendez ça à votre pays. Parce qu'on veut qu'il soit le plus indépendant possible, mais qu'il soit aussi patriote, qu'il se dise, je vais donner un peu de mon temps pour mon pays, mais également, je ne vais pas m'oublier parce que j'ai une famille. Bien sûr. Il faut nourrir aussi la famille. Et nous le savons, hein, une fois qu'on dit que tu es intellectuel en Afrique, tu n'as pas que ta famille. La famille, tu as tout ton village derrière toi. Ça aussi, oui, il faut être conscient que quand on crée une spin-off, une start-up et plus tard une entreprise, une PME, etc., on nourrit plus que sa famille puisqu'on crée de l'emploi. Exactement, tout à fait, absolument. Le premier levier de relève d'un pays, c'est toujours de créer une classe moyenne et que ça se crée que en créant de l'emploi, évidemment. Exactement. Comme on est très alignés sur la vision, toi et moi, de la praticabilité de l'enseignement, de la mise en pratique directe. J'en profite pour faire le petit teaser pour annoncer quand même qu'à notre moindre mesure, avec la plateforme Lifecycle, on voudra aussi accompagner ta démarche dans... au-delà de l'enseignement universitaire, hein, donc sur la plateforme Lifecycle, on retrouve toujours les formations pratico-pratiques, comme tu l'as dit, la validation, les bonnes pratiques de laboratoire, les bonnes pratiques de fabrication, etc. Et puis tous les métiers spécifiques à faire pour faire tourner une usine de production, et que évidemment on accompagnera comme on le peut, de notre mieux, les jeunes aussi, à mettre vraiment finalement en pratique dans des entreprises, dans des spin-offs, ce qu'ils auront appris pendant leur master. J'espère que dans 10, bon, je ne dirais pas dans 5 ans, entre 5 et 10 ans, essayons quand même de voir si on pourrait avoir, même si c'est une petite usine là, soit agroalimentaire ou industrielle. Ah, ça, il y a tellement de...
on a déjà identifié quelques petits tout à projets fait. qui finalement semblent assez simples à mettre en place, qui ne demandent pas grand-chose, mais qui permettraient de mettre fin à des pénuries Exactement. absurdes finalement. C'est ça, Absurdes. tout à Et fait, donc, tout à fait. effectivement, une fois qu'on transfère les compétences, les connaissances et la technologie, on peut se permettre de mettre en place des solutions à petite échelle, mobile, mais avec un grand impact sur la Exactement. réalité Une du grande terrain. rentabilité. Tu vois, par exemple, comme je le disais en fait, avec le master qu'on met en place, je t'ai parlé de la transversalité, de la pluridisciplinarité. Mais on a également pensé à avoir un master recherche, mais un master professionnel. C'est ça. Comme tu viens de le dire là, on n'oblige personne. Après, si tu veux, après une année de master, tu décides que tu vas t'orienter, nous, on va t'écouter. On t'écoute où tu veux aller. Avec nos experts, on discute. Voilà, maintenant, il y a Life Cycle ici. On discute avec Life Cycle. Il y a un groupe de personnes qui veulent s'orienter dans tel truc. S'il y a assez de personnes, et là, on va essayer de mettre un programme de formation rapide, d'accord, qui va les rendre professionnels et qui va les rendre autonomes et les accompagner dans leur professionnalisation. Donc, à n'importe quel moment, nous, on est là à l'écoute, en fait. C'est-à-dire que là, on va faire quelque chose d'inédit. Parce que le plus souvent, quand on fait des masters, on ferme les yeux, c'est 2 ans. C'est après les 2 ans qu'on commence à réfléchir. Non, nous, on écoute les jeunes. On écoute les jeunes, c'est-à-dire on les accompagne en fonction de leur ambition. La chance qu'on a, c'est que nous sommes dans cette transversalité, on a des experts dans plusieurs domaines et nous sommes accompagnés par des structures de formation reconnues au niveau international comme Life Cycle. Donc ça va nous permettre de rester à l'écoute de ces jeunes et que ces jeunes-là soient formés dans le métier que eux-mêmes ils veulent. Et c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si tu vois que le master qu'on a créé, on ne l'a pas créé dans la capitale. Hein. Tu sais pourquoi? C'est pour aussi éviter cet exode des jeunes dans les villages. Ils viennent tous dans la capitale. Et on laisse les villages vides. On a décidé d'aller chez eux-mêmes, mettre des masters chez eux, pour les maintenir chez eux, afin qu'ils puissent travailler pour eux-mêmes. Tu ne peux pas travailler mieux que lorsque tu travailles pour toi-même. Tu sais que ce sont tes parents qui sont impactés. Tu ne vas pas te permettre de fabriquer un vaccin qui n'a aucun sens, qui peut tuer. Oui. D'accord? Donc, maintenant, si c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, parfois, il peut faire le... Mais si toi-même, tu travailles pour... tu sais que quand tu fais un vaccin, c'est qui doit être injecté? C'est ton fils, c'est ta maman, c'est ton papa, etc. Je pense que tu vas encore faire beaucoup attention. Ou bien, la nourriture que tu vas produire, d'accord, tu vas respecter les normes. C'est ça. Donc, nous, on a décidé d'aller à la rencontre de ces gens. Et l'autre point aussi, il y a un laboratoire reconnu sur le plan international qui fait du très bon boulot en Occident. On a un partenariat pour mettre en place une plateforme de diagnostic, même des laboratoires mobiles, où on va se déplacer dans les fonds des villages pour aller vraiment faire du diagnostic, en fait, pour ces gens-là qui n'ont pas les moyens ou d'ailleurs qui n'ont même pas accès à la route pour aller se soigner. D'accord? Nous, on va aller dans leur maison pour les soigner. On espère qu'on aura tous les accompagnements qui vont avec, d'accord, pour qu'on puisse réaliser cela. Sinon, il y a vraiment des idées, il y a de l'ambition. En tout cas, nous, on fonce. On a compris que si on fonce, c'est vrai qu'on va tomber. Mais on va tomber, on va toujours se relever et on finira par y arriver. C'est la philosophie. Il ne faut surtout pas avoir peur d'échouer. Donc, tu vas échouer, tu te lèves. C'est surtout ne te décourage pas. Quand ça arrive, parfois, tu as le moral dans les chaussettes. C'est normal, c'est humain. Mais dis-toi maintenant, après, il faut repartir. On va. Écoute, il faut y aller. Tant que tu respires, il faut y aller. On va rester là-dessus. C'est un magnifique mot de la fin. Un tout grand merci d'abord pour ce que tu fais sur le terrain et pour ce moment de partage qui va, je pense, en encourager plus d'un. Un grand merci, Abdou. Écoute, merci à toi de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Et puis, voilà, comme je te l'ai dit, voilà, je compte beaucoup aussi sur notre partenariat afin de vraiment former ces élites-là qui va reprendre le relais et qui va vraiment
maintenir ce continent qui souffre, vraiment qui souffre, alors que ces jeunes, comme je te l'ai donné là l'exemple, ils sont venus, ils n'avaient pas le niveau, en espace de 3 mois, 6 mois, et là maintenant c'est une félicitation que tout le monde l'attend. C'est que ils ont cette capacité de s'adapter, c'est vraiment incroyable en fait. C'est juste, il faut faire confiance à ces jeunes. Et je demande à tout le monde, franchement, faites confiance à ces jeunes. Parce qu'ils ont quelque chose dans le ventre, quoi, qu'ils peuvent. Voilà. Merci. Allez, merci à toi. Hein.